bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire avec la direction de l'enseignement, de l'orientation et de la formation. Bonjour à toutes et tous. Le président de la FAP est présent, Brice Bulto. Est-ce que tu nous dis quelque chose? Oui, bonjour à tous. Pour vous accueillir aussi nombreux déjà, félicitations aux équipes de la FAP d'avoir contribué à la mise en place de ce webinaire et mes remerciements à Rosane Le Guenec de la DEOF pour être fidèle au rendez-vous de la FAP et pour toujours nous donner des éclairages bien placés qui font de nos participants des parents avertis. Voilà, sur les deux sujets aujourd'hui qui sont à la fois d'actualité et qui méritent justement analyse, éclairage complémentaire pour que chacun autour puisse comprendre comment tout cela a été constitué, pensé et quelque part quel est le cadre institutionnel par rapport au sujet qu'on va discuter. J'imagine aussi que les discussions iront au-delà vers des sujets d'actualité de rentrée un peu généraux comme nous en avons l'habitude. Mais voilà, donc on va vous laisser la parole le temps que nos participants continuent d'arriver. Ils prendront les discussions en chemin. Mais comme d'habitude, je nous attends à un webinaire très riche sur le sujet, sur les sujets qui nous occupent. Voilà. Il y a du défi, il y a de la pression. Heureusement qu'il y a de l'actualité pédagogique pour essayer de compenser tout ça. Oui, alors c'est toujours un plaisir hein, de se retrouver en début d'année pour évoquer l'actualité pédagogique. Cette année, c'est une année qui est dense, hein, à la fois parce que du côté du ministère de l'Éducation nationale, on a plusieurs textes qui sont sortis et que nous devons mettre en application à partir de cette année, dans des délais qui sont effectivement relativement courts. Et on va voir de quelle manière, à la DEOF en particulier, on se mobilise autour de ces demandes institutionnelles. Et puis, il y a, comme d'habitude, la manière dont, dans ma direction, on essaie de faire progresser la pédagogie en appuyant sur des focales notamment. Peut-être vous dire que deux actualités quand même avant de commencer. Enfin, une qui vous intéressera peut-être, qui est le fait que on travaille sur la réintégration. Vous avez certainement entendu dire que Agora avait été suspendu pendant une année. Alors, c'est la plateforme qui a été suspendue. Tout Agora n'a pas été suspendu l'an passé, mais on a trouvé d'autres biais pour le faire. Vous savez, Agora, c'est une plateforme qui permet de faire passer de l'information sur l'orientation. Donc, c'est via Agora que se passent des salons virtuels de l'orientation. Agora porte aussi des dispositifs pédagogiques, puisqu'on a Agora Junior et Agora Collège, enfin ADN Collège et ADN Junior, qui sont des manières de faire travailler ensemble des classes sur le développement durable. Et puis le troisième volet de la plateforme Agora, ce sont les mobilités en classe de seconde. Et cette plateforme qui avait été suspendue pendant une année pour permettre d'intégrer en fait une équipe ici en centrale à Paris pour la gestion de ces trois grands axes est dorénavant constituée. Il nous a fallu un an de travail pour remettre à niveau la plateforme, la sécuriser complètement et elle va redémarrer, hein. Vous aurez l'information dans les établissements, à mon avis, au plus tard fin de semaine prochaine. J'ai signé les documents, donc ça ne devrait pas tarder à partir. Donc les mobilités vont reprendre et les informations aussi sur l'orientation via la plateforme vont reprendre. Le deuxième élément que l'on travaille, que l'on continue de travailler, c'est la porte d'entrée de nos établissements, c'est-à-dire la maternelle. Vous savez qu'ici, à la DEOF, nous avons donc une inspectrice du premier degré qui est arrivée l'année dernière et dont c'est le dossier particulier. Et elle a mis en place un groupe de travail et elle a mis en place des outils plutôt à destination des formateurs, mais aussi des enseignants ainsi que des formations. Donc là, c'est un dossier que nous poursuivons de manière à professionnaliser complètement cette entrée dans la scolarisation des enfants.
Et dans le même temps, d'ailleurs, nous travaillons tout ce qui est compétences psychosociales. Alors, je profite de l'entrée maternelle parce que c'est dès le début que, effectivement, tout cela se réfléchit en établissement et se met en place. Et là, nous le travaillons de la même manière. Et le troisième élément que nous travaillons, c'est aux côtés du plurilinguisme, un plan langue française pour montrer aussi et aider à travailler l'excellence de la langue française, puisque on a et j'ai été la première, hein, on a beaucoup évoqué le plurilinguisme de nos élèves. Il faut bien envisager que nos élèves ont aussi comme langue principale dans les enseignements le français. Et on souhaitait effectivement quelque chose qui travaille plusieurs pistes, l'excellence du français, le fait aussi d'accompagner les élèves qui entrent dans des cursus qui n'ont pas forcément le français comme langue maternelle, comme langue première, et du coup de voir de quelle manière on les accueille dans les établissements, et puis aussi de fédérer autour de ce plan des actions qui portent la langue française, choix évidemment des familles pour la scolarisation et évidemment l'orientation souvent des élèves. Voilà, très rapidement, ce sont les trois axes que nous avons travaillé et que nous mettrons en œuvre plus spécifiquement dans le réseau. Alors, nonobstant, et ceci étant dit, Mélissa est à côté de moi et je vois bien qu'elle me tend la liste des questions. Donc, nous allons passer à la liste des questions parce que l'actualité est effectivement dense cette année. Nous avons une série de textes. Alors, je ne sais pas, je pense que le plus simple est certainement d'entrer par les nouveautés pour les élèves du réseau. Nous avons toute une série de nouveaux programmes. Je pense que je vais rentrer effectivement par cette porte-là et des petites classes vers les plus grandes. Certains d'entre eux, d'ailleurs, engagent des modifications de passation des examens. Parmi les deux programmes, les deux disciplines qui ont vu des évolutions, c'est assurément le français et les mathématiques. Les programmes effectivement de français et de mathématiques rentrent en vigueur là à cette rentrée. Il y a effectivement des nouveautés sur le cycle 2 et les cycles 3 qui portent sur le fait euh, de s'appuyer peut-être plus massivement sur des éléments concrets. C'est-à-dire qu'il y a l'apprentissage effectivement de la langue et des mathématiques, mais tout ça s'appuie effectivement sur des objectifs et des exemples qui sont donnés dans les programmes. Donc, ils sont autant de points de repère qui permettent effectivement de valider les apprentissages des enfants, puisque là, je vous parle du cycle 2, cycle 3. Euh, il y a aussi l'idée que on est sur des apprentissages qui s'inscrivent sur un temps et on ne passe pas, on évalue les élèves au début, et ça je pourrais en toucher deux mots, on évalue les élèves en début d'année et puis au regard de l'exploitation que l'on fait des évaluations, on fait rentrer les programmes et on n'est pas systématiquement dans la révision de révision. On a un point de départ de ces programmes que sont les évaluations. Alors, je fais une parenthèse sur ces évaluations. Sur les années, effectivement, d'école de cycle 2, cycle 3, ce sont des évaluations qui ont lieu chaque année. Pour les mathématiques et le français, qui sont exploitées par elles sont passées, les IUN en zone préparent les résultats qui sont envoyés effectivement aux établissements de manière à travailler sur les compétences acquises ou moins bien acquises par les élèves. Et ensuite, les enseignants, ça leur permet de démarrer effectivement sur ces programmes. Ces programmes, ils ont pour vocation aussi d'être beaucoup plus structurés, explicites. Là, je parle franchement des mathématiques, hein, parce que c'est une question qui est souvent évoquée sur la manière d'expliciter, et progressif. Surtout, ils envisagent des pistes d'évaluation qui sont très diversifiées, beaucoup plus diversifiées que sur les anciens programmes. Il y a des ressources qui existent pour les enseignants.
vous connaissez le principe de ma direction, c'est que ces ressources, elles existent, mais il faut aider les enseignants à les, à les faire leur, hein. Donc, nous avons déployé autour de ces nouveaux programmes des formations pour les enseignants et nous avons donc en zone à la fois des inspecteurs du premier degré et des formateurs qui sont en appui des équipes pour s'approprier les programmes. Et puis, évidemment, il y a eu l'année passée les premières formations et on va continuer à former sur ces nouveaux programmes. La continuité en mathématiques et en français, elle se poursuit aussi sur la partie collège. Et notamment pour ce qui concerne le français, pour le moment, nous sommes à des modifications de programme sur la classe de sixième, avec une focale qui nous intéresse particulièrement, qui est l'écrit. Il y a une dimension écrite et de vocabulaire qui là, est un peu plus prégnante. Alors, nous, pour les élèves du réseau, c'est très bien parce qu'il y a une pratique de l'oral que l'on a déjà installée et là, on va venir la renforcer avec une pratique effectivement de l'écrit. On sait que ça prend du temps et on sait aussi qu'on va pouvoir l'appuyer pour ce qui est de l'écrit, des lectures. Là, je pense qu'on aura une focale sur les livres mis à disposition effectivement des élèves dans les centres de documentation, normalement. Normalement, les centres de documentation, je le dis, c'est une focale que l'on regarde dans le cadre de l'homologation, à la manière dont, effectivement, ils sont équipés. On a aussi des nouveaux programmes de sixième. Donc, vous voyez que la classe de sixième, c'est la classe qui démarre l'évolution des programmes. Avec la poursuite du renforcement des apprentissages en mathématiques, le développement des compétences de l'élève autour des mathématiques. Il y a un gros travail autour des mathématiques sur l'autonomie des élèves, l'estime de soi. Ça, je pourrais y revenir, hein, tout simplement parce que sur les automatismes que l'on prend en mathématiques, sur les différents types d'écrits mathématiques qui existent, sur l'introduction en mathématiques déjà dès la classe de sixième des probabilités, de la pensée informatique, de la proportionnalité. Alors je rentre un peu dans le détail, mais c'est pour vous montrer que tout ça est très réfléchi et que tous ces éléments qui sont progressivement introduits dans les programmes, ils le sont aussi avec bienveillance, hein, il s'agit que les élèves, ce plan mathématique, ce n'est pas un plan mathématique, mais ces programmes, ils ont pour finalité que les élèves s'en emparent et se sentent à l'aise dans la discipline. On sait qu'on met un enjeu phénoménal sur les mathématiques. Là, il y a cette dimension effectivement d'accompagner sur les maths. Là, ce sont effectivement les nouveaux programmes dans le basique, en quelque sorte, dans le basique des disciplines. Je vais poursuivre ces deux-là pour deux raisons. Et après, je reviendrai sur de nouveaux enseignements et je ne laisse pas de côté les VAR et les VARS. Pourquoi je continue sur ces deux enseignements? Parce que dans les deux cas, sur le collège et le lycée, on aura de nouvelles épreuves. Bon. Et parmi ces nouvelles épreuves, évidemment, que les mathématiques et le français apparaîtront. Les premières épreuves qui se trouvent modifiées, c'est le DNB. Quand, avec mon adjoint l'an passé, on a regardé les épreuves, on n'a pas trouvé que ça ne mettra pas en difficulté les élèves dans le réseau. Le DNB, c'est quand même un diplôme que nos élèves réussissent bien, et il n'y a pas de modification fondamentale des épreuves. Par contre, ce qui se trouve modifié, c'est la part que l'on fait. Il y a deux choses, hein, et c'est d'importance. C'est la part qui est faite au contrôle continu et aux épreuves. Par le passé, on était à 50-50, 50% pour les épreuves de contrôle continu et
50% pour ce qu'on appellerait, comme au baccalauréat, les épreuves finales, passées en fin de troisième. La proportion change et la part est plus importante, évidemment, sur les épreuves finales de fin d'année. On est à 60-40. Vous voyez que l'équilibre, il est quand même pas franchement rompu. 10%, mais ça veut dire 60% sur les 60% sur les de fin épreuves d'année. de fin d'année, 40% sur le contrôle continu. Bon, ce qui veut dire évidemment que eh ben, un élève, il doit aller aux épreuves, hein. Il va aller aux épreuves pour consolider son contrôle continu ou pour réussir à obtenir son DNB. Là où quelquefois, avec le 50-50, on avait des élèves qui avaient déjà quasiment le DNB. Ça, c'est la première modification. Bon, il faut la prendre en compte. Ça veut dire que pas de stress sur les examens, mais des examens qui comptent davantage que par le passé. Est-ce que l'oral du DNB fait partie du contrôle continu ou des épreuves finales? Alors, il fait partie des épreuves finales. D'accord. Les épreuves finales, en fait, sont réparties sur un certain nombre d'épreuves. On a les mathématiques, le français, l'histoire-géographie EMC, et je vais y revenir, et les sciences. Donc, on a 4 épreuves qui sont des épreuves écrites, et l'oral est un oral qui se passe dans le cadre de l'établissement, donc selon et souvent une programmation qui va être propre à l'établissement. Par contre, les épreuves du DNB écrites, elles sont posées par les académies, les fameuses directions des examens et concours des académies, avec un calendrier qui sera assez rapidement connu. Là, je sais que je pourrais vous en reparler, les académies sont en train de préparer effectivement ces agendas, en fait, ces calendriers de passation des épreuves. Qu'est-ce qui change dans les épreuves en elles-mêmes? Ce qui change, mathématiques et français, il n'y a pas de changement si ce n'est la proportion, la part, un coef 2, c'est la même chose. Ce qui change un tout petit peu, premièrement, c'est histoire-géographie et EMC, puisque ce sont 2 épreuves qui sont séparées en quelque sorte, qui sont bien distinctes. Alors que là où on avait un continuum en fait dans les épreuves. Et là, pour les sciences, pas de changement, si ce n'est que les notes mises seront des notes séparées pour chacune des 2 disciplines scientifiques posées à l'examen. On est toujours sur 3 disciplines dont 2 sont tirées au Donc, sort. 2 sont tirées Il y au avait une sort. question dans le chat. Effectivement, Je demande. oui, et des notes apparentes. Donc, vous aurez accès effectivement aux différentes temporalités de l'épreuve. Le grand changement, par contre, et je l'indique, ce sera dans le quotidien des élèves qui sont en troisième. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait une validation du socle. Or, le socle disparaît en tant que pris en compte dans la notation, mais il apparaît en fait dans la note. C'est-à-dire que ce sont les notes de discipline durant l'année qui intègrent le contrôle continu. D'accord. Voilà, et ça, c'est une différence qui est notoire. Nous, qu'est-ce que ça veut dire en termes de pédagogie vu du côté de l'agence? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on maintienne néanmoins ce retour à la note, si on peut le considérer comme tel. Ça veut dire que néanmoins, dans la manière dont les enseignants vont évaluer leur discipline, il faudra qu'ils intègrent dans l'évaluation de leur discipline le socle et les compétences du socle. Bon, ça, c'est quelque chose. Et ça veut dire aussi qu'en matière d'évaluation, il va falloir qu'ils intègrent des modalités d'évaluation différentes et qui les prennent en compte. Donc là, c'est sur les épreuves en elles-mêmes. Et donc, le contrôle continu, il porte aussi sur les disciplines qui ne sont pas à l'examen final, c'est-à-dire les langues. Il porte sur toutes les disciplines qui ne sont pas effectivement. Le PS, oui, bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose de très général. Et on nous demande si l'évaluation par couleur va disparaître en troisième. Ça, c'est pas forcément ça. Alors là, ce seront des choix d'établissement. Ce seront des choix d'établissement de continuer à faire apparaître effectivement les couleurs, mais de toute façon, pour le DNB, il y aura conversion
conversion sous la forme de notes. Tout comme on avait quelquefois sur des niveaux, alors ça pourra être maintenu hein, jusqu'en quatrième, mais on avait par exemple des classes sans notes et on avait des évaluations par compétences. À un moment donné, sur la classe de troisième, il faudra qu'on arrive à une conversion en notes. Ça, en général, les enseignants et les établissements savent le faire. Souvent, d'ailleurs, ils le faisaient déjà. On avait quasiment deux évaluations qui étaient quasi conjointes. Ça faisait un peu surenchère quelquefois. On s'y perdait quelquefois. Aujourd'hui, bon, les choses sont très définies, mais nous, on prendra garde à la manière dont on travaille en amont. Voilà pour le collège et le DNB. Là, nous avons, et on a eu la semaine dernière d'ailleurs une réunion avec la mission du pilotage des examens pour voir de quelle manière les choses allaient être placées et mises à l'œuvre dans le réseau. Hein. Donc, vous voyez, la mission du pilotage des examens prend en compte, effectivement, hein, prend en compte largement les demandes, enfin, les demandes de l'agence hein, sur le calendrier, l'organisation, le nombre. Là, si on met en place les épreuves de la même manière qu'en France, parce qu'en France, on les mettra en place sur 3 jours, mais est-ce qu'on les met en place sur 2 jours dans le réseau? Voilà, on est interrogé actuellement sur ce genre de choses à finalité d'être évidemment facilitant. Alors, peut-être on arrivait au... Est-ce que je peux Oui. poser une toute petite question? Parce qu'on nous dit important brevet, le contrôle continu portait avant sur les compétences de la cinquième à la troisième. Maintenant, le contrôle continu ne portera que sur les notes de troisième. Merci de confirmer ce point. Oui, automatiquement, oui. Parce que les compétences, elles vont être travaillées au début du cycle. Oui, Au oui. début du cycle Mais, 4. mais effectivement, on voyait souvent que d'ailleurs l'estimation se faisait déjà sur quatrième, troisième, hein, souvent, et là, on sera. D'où l'idée effectivement de bien appuyer, de bien regarder de quelle manière les élèves sont effectivement évalués. Si on monte sur les niveaux supérieurs et sur le bac. Il y a une première modification quand même, hein, et je l'indique, c'est sur le programme d'histoire-géographie. Dès la session, là, à côté de la session, alors 26, hein, mais vous verrez que sur le programme en fait de spécialité, alors HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques, il y aura une rotation des questions. Hein, les thématiques changeront, on a un programme, et puis pour que les élèves aient un peu moins de questions, parce que la lourdeur du programme était souvent mise en avant, et c'était d'ailleurs un des éléments qui faisait que peut-être que certains élèves avaient du mal à choisir HGSP, eh bien, il y aura des questions choisies qui donneront lieu à des sujets pour le baccalauréat. Alors, modification sur l'année du cycle terminal, il y en a peu, il y en a quand même une. Hein. C'est l'épreuve anticipée de mathématiques, hein, qui vient attester d'un niveau de mathématiques atteint pour l'ensemble des bacheliers, quels que soient les enseignements de spécialité ou de technologie qui sont choisis. Hein. Ça s'applique effectivement, c'est une épreuve coefficient 2. Alors, c'est une épreuve en classe de première qui se déroule sans calculatrice. Hein. Là-dessus, c'est acté, et qui porte sur le programme de l'enseignement de mathématiques, ce qu'on appellerait le tronc commun en quelque sorte, hein, pour les mathématiques, donc de la voie générale ou de l'enseignement d'ailleurs de spécialité, mais sur le tronc commun. Et on a une épreuve qui évalue un petit peu les mécanismes des élèves sur les mathématiques. Il y a une note d'ailleurs qui est sortie hein, là-dessus, et nous sommes en attente des sujets zéro qui doivent être travaillés, qui nous permettront à peu près de voir hein, et qui aideront certainement les enseignants à préparer. Mais oui, alors justement, ça c'était une question aussi que d'ailleurs on connaît Amélie, mais déjà, la première question c'est sur le tronc commun et donc il y a quand même une épreuve qui est différente pour les élèves qui ont pris la spécialité maths et ceux qui ne l'ont pas prise.
Et malgré tout, l'évaluation porte sur le tronc commun. Je sais que c'est une question Ouais, piège, hein, mais comment alors, fait-il? Parce que d'autant qu'on se dit que les élèves qui passent le bac français, ils ont toujours passé le bac français, ouais, le même, qu'ils fassent la spécialité HLP ou pas. Alors qu'à l'époque où il y avait des séries, on n'avait pas le même bac français en A et en C. alors, moi, je vais réserver ma réponse parce que d'habitude, j'ai l'EIPR de mathématiques et aujourd'hui, il est en mission, donc il n'est pas là pour pouvoir répondre. Mais effectivement, je pense que je lui demanderai et il vous donnera les réponses plus spécifiquement parce que je ne voudrais pas m'avancer et dire des bêtises On les fera et passer. vous fourvoyer, effectivement. On les fera passer et donc il y avait aussi une question, et ça c'est une question aussi, je sais qu'elle est compliquée, qu'il faudrait voir aussi avec les équipes, les référents inclusion, etc. Les élèves qui ont des aménagements, que ce soit en DNB ou au baccalauréat, les épreuves sans calculatrice, et là on ne parle pas seulement des élèves qui sont dyscalculiques, hein, Ouais. tous les handicaps peuvent avoir une composante de mémoire de travail qui ne permet pas de travailler sans calculatrice. Donc ça, il faudra avoir un œil dessus. Alors, mais merci parce que je dois faire un retour sur la mission du pilotage des examens, sur la mise en place effectivement notamment du DNB pour l'épreuve 2026 et j'intégrerai. Effectivement, on l'a pas évoqué comme s'il n'y avait pas de difficulté, enfin on n'avait pas vu de difficulté fondamentale. Donc je l'ajouterai en fait directement à destination du ministère de l'Éducation nationale pour le coup. J'aurais beaucoup de questions par la suite qu'on peut poser maintenant ou par la suite sur cette épreuve anticipée de maths, qui peuvent être ou spécifiques au réseau, par exemple, très spécifiques au réseau, hein. Un élève de première de rythme sud qui rentre en France en janvier, qui ont déjà passé leur bac français, mais pas leur bac de maths anticipé, comment faire? Des choses comme ça. Ça, c'est des... Ça, c'est toutes les questions qu'on va lister effectivement. Ouais. On avait déjà, hein, de toute façon, c'est toujours la question des élèves qui sont en transition sur Ouais, sur sur des, la des rythme. réformes. On a toujours ou une année un petit peu plus compliquée, ou bien effectivement, là, on va avoir la question du rythme sud Mm. pour les élèves et sur la prise en compte, effectivement, de voir comment ça se passe. Après, je pense qu'on sera sur du cas par cas, puisqu'on sera sur quelques élèves qui quittent. De ce que je comprends, hein, qui quittent en classe de première pour rejoindre la France, numériquement, c'est peu Oui, important. non, mais faut juste... Mais effectivement, il faudra qu'on les ait en tête. Je pense que ça se travaillera davantage avec les DEC. Donc, l'Amérique latine, ça doit être la DEC de Poitiers en particulier. Et comme on travaille bien avec cette DEC-là, on va l'évoquer. Mais permettez, je le note aussi. Et donc, on laisse Rosane Le Guenec prendre des notes. Et là, une question plus générale, si on rajoute un coefficient 2 aux maths en première, ça veut dire que le total des coefficients sera 102 et non pas 100. Donc, est-ce qu'il y a des modifications de pourcentage dans d'autres matières? Moi, il me semblait avoir vu passer que Oui, je oui. pense que oui, mais là aussi, honnêtement, À vérifier. on va On vérifier va la chercher question ça des et coefficients. puis, Ouais, d'accord. Alors peut-être revenir, on va continuer. on pourra poser d'autres questions à la fin. Euh, parce que je ne sais pas en termes de temps combien il nous reste encore une demi-heure, c'est ça? Ouais. Même jusqu'à 14 heures, hein, si tu Bah, on va. veux. Euh, venait ensuite, puisqu'on est sur les nouveautés, venait la question effectivement de l'EVAR et de l'EVARS. Hein. Donc, on a un programme qui se met en place, qui est l'EVAR, qui se met en place et pour Rouler le sigle, peut-être. alors, l'EVAR, oui, L'éducation à la vie. l'éducation à la vie affective et relationnelle. Hein. Et ça, c'est pour la partie école, premier degré. Et pour la partie collège, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc,
Et là, on est le cycle 2. Donc, c'est une éducation qui rentre effectivement dans le cursus de l'élève, parce que je ne vais pas dire que, il ne fait pas l'objet d'un enseignement complètement dédié, particulier, hein. Il est demandé qu'il y ait 3 séances dans l'année, travaillées et construites évidemment, alors je le dis immédiatement avec prudence. Toute cette éducation, on a quand même des écrits de la part du ministère de l'Éducation nationale qui sont très clairs, avec des thématiques qui sont adaptées en fait aux âges des enfants. Moi, je vais en citer quelques-uns, hein, qui peuvent être très facilement travaillés dans le réseau. Le respect, les relations interpersonnelles, hein, donc le groupe, le consentement, la santé, l'égalité, hein, et là, on a des entrées déjà ou des focales qui peuvent être travaillées, qui, à mon avis, permettent effectivement d'être complètement dans cet enseignement-là, sans bouleverser quoi que ce soit dans les enseignements ou dans les établissements. À chaque fois, ce sont des séances qui sont construites en amont par les équipes. Évidemment qu'on prend en compte, je disais tout à l'heure, l'âge des enfants, mais aussi les environnements dans lesquels se trouvent les établissements. Je pense qu'il y a assez à faire dans cet enseignement pour que les choses se passent sans difficulté. Alors, je crois qu'il va falloir que vraiment dans les établissements, on explique, et il faut aller voir effectivement comment ils sont écrits, hein, pas de part voilà, de se demander ce qu'il y a dedans. Allez voir les textes et vous verrez qu'ils sont très bordés, euh, ils offrent des possibilités quand même vastes de travail sur des thématiques, hein. Euh, et on peut très bien travailler, moi il me semble qu'on peut très bien travailler en concertation sur ces questions-là avec les équipes de direction, les enseignants, les parents, hein, se mettre d'accord sur les focales que l'on souhaite faire travailler aux élèves. Il y a des endroits, c'est plus, oui, on peut avoir des questions de respect. On avait régulièrement déjà, d'ailleurs, ça sort pas de nulle part, hein, on avait déjà dans les établissements des choses qui se travaillaient en matière de santé, notamment, hein, sur le premier degré, les liens avec l'alimentation, des choses comme ça. Là, il y a des choses qui peuvent complètement être travaillées. Les enseignants sont aidés, hein, et ils sont aidés parce qu'il y a une foire aux questions qui existe. On voit bien que, et là j'entends dans le réseau des choses qui me remontent. On a même échangé avec Mélissa sur, il paraît que dans les petites classes, on va parler de sexualité. Non? On va pas parler de sexualité dans les petites classes, hein. On va effectivement travailler des thématiques, hein, qui peuvent. Alors quand je dis consentement, c'est le fait de ne pas aller toucher. C'est ça qu'on enseigne en fait de toute façon déjà dans le quotidien. Simplement, on va faire une focale là-dessus. Mais moi, je le rappelle, hein, c'est aussi, il faut minimiser ce que ça représente. Dans un établissement, c'est 3 séances sur l'année. Donc, enfin, déjà, quand on est en EMC, on est à 18 heures ou 20 heures sur l'année. C'est très peu par rapport au regard du programme. Là, on est plutôt sur des temps où on se pose sur de la réflexion et du travail avec les élèves. Donc, ce qu'on a décidé quand même, hein, parce qu'on voit bien que cette question, on peut assez facilement discuter des programmes, autour des programmes, sans connaître les programmes. Bon, nous, on va renvoyer systématiquement cette fameuse foire aux questions. Nous, ici, on a 3 personnes à la DEOF qui s'occupent de cet enseignement. On a Frédéric Rocher pour le premier degré, qui est la coordinatrice du premier degré. Nous avons Sabine Bobet, qui est IAIPR de SVT pour le second degré. Et nous avons Denis Martin, qui est IPR de SES, Sciences économiques et sociales, pour le second degré aussi.
Donc là, le premier travail qu'ils ont fait, c'est que nous allons reprendre la foire aux questions et nous allons la contextualiser à l'AEFE. Parce que effectivement, hein, selon les endroits, il y a peut-être des questions plus sensibles que d'autres. On évoquait déjà les questions sensibles hein, dans le réseau. Donc, on va avoir des focales effectivement et puis les établissements vont nous faire remonter évidemment hein, les lieux où c'est peut-être plus compliqué d'évoquer certains sujets, euh, même si, bon, moi je pense qu'il y a des sujets comme l'égalité par exemple, hein, qu'il faut de toute façon évoquer, puisque ça tient de l'altérité en fait et des relations sociales que l'on a dans des groupes. Et le groupe des élèves, c'est la même chose on est en micro-société. Pour autant, on est très conscient que on peut avoir dans le réseau des situations qui peuvent interroger des parents. Je crois que le premier interlocuteur, c'est l'établissement. C'est dans l'établissement que, évidemment, il va falloir en discuter. Après, s'il y a effectivement quelque chose qui heurte ou on a un canal hein, qui est celui de la remontée des établissements via les chefs de secteur, je fais ce juste derrière, hein, les chefs de secteur, et puis ensuite avec les chefs de secteur ici, hein, avec les 3 personnes que je vous ai indiquées, eh bien, on essaiera de répondre évidemment à vos questions en redescendant et en faisant un travail aussi avec l'établissement pour voir ce qui est en place. Donc, c'est pas un signalement, je vais pas l'appeler comme ça, mais c'est effectivement d'expliquer à finalité d'expliquer et de voir si ça correspond effectivement, ça correspond une sorte de coordination de l'EVAR et de l'EVARS si on peut présenter les choses comme telles. Mais moi, je pense qu'il faut raison garder parce qu'il y a largement de quoi faire. Moi, j'ai des similitudes comme ça avec l'EMC où effectivement, on voit bien la manière dont les enseignants se sont emparés de l'EMC. Et là, je pense que ça se fera effectivement de la même manière. Mais il y a des choses assez intéressantes à travailler dans ces enseignements. Et puis, on peut emporter aussi des, euh, on peut emporter des établissements sur des domaines de réflexion qui peuvent être en continuité de l'école au collège, par exemple. Ça Oui. peut être effectivement intéressant. En attendant, il y a des très bons flyers pour les parents, notamment sur Eduscol. Oui, vous tapez vous regardez Eduscol et vous regardez EVAR, EVARS, et là il y a des flyers il y a des documents pour les enseignants et Il y a énormément de ressources en fait qui ont été créées hein, autour pour accompagner tout le monde. On a bien conscience que c'est un nouvel enseignement on peut avoir l'impression que ça touche à l'intime, c'est pas du tout l'intention, hein, ça touche à travailler effectivement un certain nombre de thématiques, hein, mais effectivement il y a des ressources très bien faites sur Eduscol, qui est l'endroit sur lequel le MEN dépose toutes les ressources pour les différentes disciplines. oui, Eduscol est une mine d'informations. Après, tout n'est pas forcément exactement transposé pareil dans le réseau, C'est mais pour c'est ça que je dis vrai qu'on va que- adapter la voilà. fac, hein, mais en général, tout n'est pas, enfin, tout est proposé dans le cadre des programmes. Tout n'est pas transférable sur le réseau. Et là, très souvent, les enseignants font la part, effectivement. Je pense que sur certaines des instances, hein, je pense au conseil d'enseignement, par exemple, ce sont des éléments qui peuvent être discutés entre enseignants pour savoir effectivement ce qu'ils peuvent proposer aux élèves et qui ferait consensus hein, aussi. Voilà, là, on nous demande est-ce que les parents peuvent proposer à la direction de choisir ensemble les sujets qui seront abordés dans chaque niveau? Ça, c'est. Alors là, on est. Alors attention, hein, parce que là, il s'agit de braquer personne et proposer. Non, moi je dirais pas en termes de proposition, en termes de discuter peut-être de manière générale, pas par niveau, mais sur ce que ressentent les parents
sur des thématiques générales qui pourraient être travaillées, il me semble que de toute façon, il faut que ce soit l'objet d'informations. Nous, les informations, on les fait passer, hein. Alors, donc, à l'ADEOF, on a une date de rentrée. Il y avait un paragraphe sur les VAR et les VARS. Et moi, je distingue bien les deux parce qu'ils correspondent à des niveaux d'enseignement différents. Nous avons des séminaires de zone et pareillement, les VAR et les VARS sont effectivement présentés et il est indiqué aux chefs d'établissement et aux directeurs sur les séminaires de zone que tout ça ne s'improvise pas, hein, et qu'il doit y avoir un travail et des discussions en interne de l'établissement. Et nous insistons fortement sur la communication à destination des parents. Oui, et on nous dit bonjour du Maroc, prenez-vous en compte dans les EVARS les différences de référentiels légaux, culturels et religieux, bien Oui, évidemment. oui, oui. Mais je veux dire, tout comme on le fait sur d'autres domaines, hein, euh, c'est, on fait attention effectivement aux environnements, on fait attention aux législations locales. Là-dessus, effectivement, ce sont des éléments qui s'imposent en quelque sorte aux enseignants dans les établissements et à l'agence. Voilà, Dans le respect du programme. si les choses qui sont liées à l'EVAR ou les VARS vous paraissent particulièrement choquants, n'hésitez pas à travers l'APE à les faire remonter. Et voilà, mais ça ne devrait pas être le cas parce que, Moi, je vous tout le monde renvoie est très faire attentif. un texte, enfin, plutôt que des on-dit, parce que moi, je vous renvoie vraiment sur le fait d'aller regarder la manière dont les textes sont écrits. Ça me semble, et vous verrez que, bon, effectivement, les enseignants pourront très facilement travailler, à mon avis, avec les élèves à niveau d'âge qui sont les leurs. Comme on a pas mal de questions sur les aménagements, je fais passer un message de Corinne Truffier, donc notre référente inclusion, qui dit: Bonjour, on va sans doute organiser un webinaire sur les aménagements aux examens très prochainement. Voilà, donc stay tuned. Euh, pour les responsables en charge de l'inclusion dans les APE, et uniquement pour cela, on a le café des parents spécial EBEP ce jeudi, hein, tous les deuxièmes jeudis du mois. Et puis, on va faire un webinaire plus large pour tout le monde, où on essaiera peut-être aussi d'inviter Frédéric Rocher, qui, au-delà d'être référente premier degré, elle est aussi référente inclusion. Elle est référente d'inclusion, pas plus tard que la semaine dernière. Elle avait ici, elle a animé effectivement une formation de 3 jours sur les référents inclusion avec voilà, c'est une question qui avance fortement, hein. L'inclusion, c'est quelque chose qui importe beaucoup à l'agence. Mais là, je sais que sur les 3 derniers jours de formation ont été travaillés un référentiel des missions du référent inclusion en établissement, des outils, voilà, des seuils pour les établissements. C'est une question qui avance fortement, effectivement, et qui est plus structurée. On va vers une structuration. Il y avait une question on va remonter peut-être sur je crois sur le BFI, mais Oui, je non, n'avais pas. c'était de faire un point sur le BFI. En fait, alors on nous pose des questions en général sur le BFI, où est-ce que ça en est, combien, est-ce que il y a beaucoup d'établissements qui ont des BFI trilingues, etc. Et puis on avait une question plus précise, hein, de notre APE que je n'ai pas ici, mais que j'ai sur le tête. Pardon. Oui, pardon. De notre APE, bon, on va comprendre d'où elle est, mais Celui-ci a postulé sur la possibilité de faire passer nos élèves BFI trilingues français, russe, anglais, voilà. mais la candidature a été rejetée. Maintenant, Donc, il y a une section internationale, une section européenne orientale, mais on peut faire ou un BFI anglais ou un BFI ou pas de BFI. Donc, comment obtenir un BFI trilingue? C'est ça la question. Oui, mais je vois très bien d'où vient la question.
et je vais faire preuve de mon franc-parler. Alors, les BFI, nous, on maintient que les BFI, c'est le dispositif, on ne s'est pas trompé en fait, quand le ministère de l'Éducation nationale a fait proposition du bac français international, avec l'idée que c'était quand même un dispositif linguistique qui correspondait bien aux élèves. Là-dessus, il n'y a aucun regret. Moi, je vais vous donner les résultats du baccalauréat et je vais faire le distinguo. Les résultats hein, du bac dans le réseau sont bons, voire excellents. Sur les séries générales, on est à 98,3% de réussite au baccalauréat et 81% de mention pour les élèves. Si on fait une focale sur le bac français international, de 98,3, on passe à 98,7% de réussite au BFI. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est le taux de mention, parce qu'on est à 97,3% de mention pour les élèves. Ce qui veut dire que nos BFistes, vous appelez comme ça si vous voulez, réussissent un petit peu mieux que les autres, mais réussissent surtout dans des conditions et avec des taux de mention qui sont supérieurs. Et bien supérieurs, pourquoi? Parce que pour les élèves qui sont sur le BFI, pour à peu près plus de 80% d'entre eux, ce sont des mentions bien et très bien. Et vous voyez de quelle manière peuvent se négocier, évidemment, ces mentions bien et très bien par la suite. Donc là-dessus, hein, on a eu la deuxième session et la deuxième session montre effectivement une réussite. Ce qui veut dire que sur les à peu près 24 000 bacheliers qui passent, bon, on en a 1200 cette année qui sont en fait des élèves issus du BFI. Ça, c'est le premier constat. Ce qui veut dire que là, on est en train de terminer les résultats Parcoursup, mais on commence à voir évidemment le fait que le SUP est au courant de ces bons résultats, voire excellents résultats, et sur Parcoursup, font attention effectivement à ces profils d'élèves très bons élèves qui savent porter des projets et qui savent le porter dans plusieurs langues. Ça, c'est le premier point. L'agence, elle représente à peu près 40% des sections internationales si on prend France et AEFE tout ensemble. Donc, ça veut dire que c'est énorme, en fait. Pour un cycle terminal qui est à peu près, on va dire, de 45 000 élèves sur le cycle terminal, on est à 40% des sections. C'est-à-dire que nos élèves ont beaucoup plus de chances sur le cycle terminal de rencontrer et d'avoir la possibilité d'entrer sur une filière SI et une filière BFI. Bien plus, en fait, que des élèves en académie, où on a quelques établissements par académie qui existent et sur lesquels on rentre sur hyper-sélection. Nous, la caractéristique, c'est oui, il y a un regard sur les élèves qui rentrent sur ces filières qui présentent BFI dans le réseau. Quel est le pourcentage d'élèves? Alors, écoutez, je crois que pour le moment, on est à un peu moins de 10%. Parce qu'on est à la deuxième session uniquement, en fait. Mais je pourrais donner les chiffres. Chaque année, forcément. Mais ça augmente chaque année. Entre la première session où on avait, écoutez, on avait 23 000 élèves au baccalauréat, on en a eu 1000 qui ont passé le bac, voilà. Là, on a gagné 200 élèves, 220 élèves sur rien que le BFI en une année. 220 élèves sur le BFI en une année, même en académie, ça fait quand même l'équivalent d'une quasiment petite académie. Sur une année, c'est énorme. Donc ça, ce sont les résultats et le fait qu'ils sont plus tagués qu'avant sur le supérieur, c'est-à-dire repérés par les établissements d'enseignement supérieur. En France, sur Parcoursup, mais aussi en fait à l'étranger. Et là, on se rend compte de la capacité qu'ont certains établissements
dans le cadre de l'orientation des élèves, à faire connaître ce bac français international. Moi, je cite l'exemple parce que je l'ai vécu l'année dernière en allant en homologation sur un établissement qui est celui de Rio de Janeiro, de voir que l'établissement avait présenté ce qu'était le BFI, donc section brésilienne, sur le SUP local. Et en fait, en un an, ils ont ouvert 13 universités aux élèves de l'établissement. Donc, Elle n'était pas elle n'était ouverte pas avant. ouverte. Elle n'était pas ouverte avant. Formidable. Et par effet de bord, évidemment, bah, tous les élèves du Brésil pouvaient effectivement avoir ces opportunités supplémentaires d'enseignement supérieur, quand on sait que le SUP brésilien est quand même de bonne qualité, de bonne qualité. Donc, ça, c'est sur les possibilités. Maintenant, qu'est-ce qu'on prône? Le BFI, vous avez la possibilité d'avoir le BFI bilingue, trilingue, quadrilingue. Donc, systématiquement, on a le français et l'anglais. Le français et l'arabe, ça, c'est le bilingue. Après, on peut avoir effectivement français, anglais, arabe, et là, on passe au trilingue. Le quadrilingue, on en a quelques-uns. On cite toujours de manière emblématique Barcelone, mais ce n'est pas le seul établissement. On doit être à 6 ou 7 établissements dorénavant qui présentent le quadrilingue. Là, c'est du très costaud. Par contre, nous, pour le réseau, c'est vrai qu'on se dit que nos élèves ont quand même des facilités pour le trilingue, du fait de leur parcours. Français, ça va de soi. Très souvent, ils ont l'anglais, que ce soit langue de section ou langue seconde dans le BFI, et puis ils ont une autre langue. Moi, je rappelle que pour le moment, sur les sections, la première section du réseau, c'est la section arabe. Ensuite vient la britannique. Alors, tout ça est très, très proche, hein. La britannique, puis l'américaine. Bon. Et l'américaine, on doit être une section en dessous, hein. Et ça se joue à une section. En anglais, En anglais, c'est celle effectivement qui est aujourd'hui la plus présentée. Et pourquoi on insiste plutôt sur le trilingue? D'abord parce que nos élèves ont un parcours comme tel. Et puis c'est très valorisé, effectivement, hein. C'est très reconnu et très valorisé. Alors, pour autant, et je vais revenir à la question, je ne l'élude pas. On peut avoir le BFI, ce sont des accords en fait entre la France et les pays, hein, qui ont des accords en fait linguistiques qui sont travaillés par le ministère de l'Éducation nationale. C'est pas nous qui les travaillons. Ça veut dire que l'AEFE ne peut pas ouvrir une section internationale autre que les 17 ou 18 qui existent en France. Je sais qu'il y a des souhaits, mais on avait eu une demande un temps de Taïwanais, et on avait le vivier évidemment sur Taïwan, mais l'éducation nationale n'a pas souhaité l'ouvrir parce qu'elle n'a pas le vivier sur ses académies. Bon. Il arrive que nous ayons, dans le cas du BFI, où tous les accords ont été renégociés, quelques difficultés, hein, à installer et à obtenir la reconnaissance des pays. On a eu des petits soucis avec l'Espagne, c'est en train de se régulariser, ce qui fait que nous avons essuyé des refus l'année passée alors que les dossiers étaient bons, mais il y avait un point de blocage avec l'Espagne, hein, qui avait plutôt tendance à vouloir installer du bachibak plutôt que du BFI. Donc là, il a fallu que le ministère de l'Éducation nationale aille à la relance. On a eu des soucis un petit peu aussi, faute d'interlocuteurs, avec le Portugal. Et on a eu pareil, une espèce de stop avant et de redémarrer effectivement. Et là, et de ce fait, quelquefois, on a des pays qui acceptent, c'est antinomique, on a des pays qui acceptent uniquement le bilingue, et on a des pays qui acceptent uniquement le trilingue. Par exemple, en Espagne, on est sur des BFI trilingues d'emblée. Pour le russe, le blocage est à un autre niveau, hein, où on n'a pas réussi à débloquer la situation. Et il y a une acceptation du bilingue, mais pas du trilingue. Et je vois bien, et
je peux vous indiquer que j'ai fait un courrier particulier pour expliquer que je retrouvais ça absolument regrettable dans la mesure où on va pas dire que ça limite pas, mais ça n'ouvre pas certaines perspectives aux élèves. On ne peut pas avoir anglais-russe, par exemple, ou russe-anglais, ce qu'on aurait pu avoir dans l'établissement que je suppose être celui que je reconnais là. On n'a pas tant que ça. Non, mais du russe, il pourrait y en avoir Oui, ailleurs ailleurs, oui. aussi, hein. C'est quand même, enfin, on voit bien C'est qu'en c'est une France, langue c'est qui une est langue encore qui étudiée, oui. qui est étudiée. Euh, Alors, les chiffres de Parcoursup, alors justement, on nous a posé aussi la question, là, est-ce qu'on peut avoir une vision globale et une analyse des résultats des bacheliers AEFE dans Parcoursup? J'ai répondu à l'écrit que ça n'était pas prêt pour cette année, non. que quand on aura des éléments, on les fera passer. Alors, non, oui, parce qu'on est en train alors, vous savez que le Parcoursup, nous le gérons effectivement en interne, hein. Nous le gérons en interne à l'agence, alors en lien évidemment avec le Parcoursup France, hein. Mais ce que je veux dire en interne, c'est que nous avons quelqu'un ici, enfin trois COPSI et une en particulier qui est venue directement de Parcoursup. Euh, et je crois que c'est une chance pour nos élèves, hein, parce que ça permet effectivement d'avoir une aide sur cette procédure qui est un petit peu complexe, une plateforme qui l'est tout autant, et vous trouverez et en établissement et à l'agence des personnes qui sont là pour répondre aux questions et vous aider sur la plateforme. Pour autant, c'est comme en France, en académie, hein. Vous savez qu'il y a des phases d'acceptation sur Parcoursup. La dernière phase d'acceptation, elles sont très tardives. Les derniers acceptés par phénomène voilà, de déclassement des vœux des élèves se sont faits jusqu'à fin de la première quinzaine de septembre. Donc, si au 15 septembre, on voulait être sûr voilà, que la procédure se soit totalement arrêtée, c'est-à-dire qu'on n'avait pas plus d'autres possibilités d'entrer sur le supérieur. Et là, on a fait travailler effectivement la moulinette pour savoir où vont nos élèves, ce qu'ils font, quelles sont les tendances. Les tendances, c'est toujours intéressant de voir que ce qui a le vent en poupe aussi en matière Oui. de formation, les modifications que ça. Moi, tout ce que je peux vous dire sur le premier ensemble, c'est que l'AEFE, que les études en France sont confortées. On a plus d'élèves numériquement, mais aussi en pourcentage cette année. L'année dernière, on avait 51,5% des élèves qui partaient en fait pour des études en France. On en a un peu plus cette année. On doit être à 53% à peu près des élèves qui viennent faire à la louche, hein, parce qu'il faudrait vraiment l'affiner, qui viennent faire des études sur la France. Et les licences fonctionnent bien. On est à 60% à peu près de licences, hein, mais je ne voudrais pas trop m'avancer. 60% de licences, mais avec des tendances. C'est-à-dire qu'on sent que les élèves du réseau viennent sur des bilicences. Voilà, les doubles licences fonctionnent très très bien. Donc c'est tout le système universitaire. Et ce qui fonctionne aussi, ce sont les écoles d'ingénieurs avec des prépas intégrés. Ça, ce sont des filières qui plaisent beaucoup, hein, la prépa intégrée et les écoles d'ingé. Là-dessus, on les retrouve fortement. Je crois qu'on est à peu près stable sur les classes préparatoires aux grandes écoles, hein. On est à peu près à 8% des élèves. Moi, je rappelle qu'en France, c'est 4%. Donc, ça veut dire qu'on a quand même 2 fois plus d'élèves qui vont vers ces structures. Cette année, je crois qu'il y a eu un gros rush en France aussi vers les classes prépa, donc Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Mm. Il y a un peu plus de 50% des élèves du réseau qui viennent étudier en France juste après le bac. Après, Oui. il y en a peut-être d'autres qui viennent Alors, plus après, tard, voilà. mais Après, il y a tout un système, effectivement, là, il y a une formation, hein, justement, des référents orientation zone qui se passe pas très loin d'ici. Et j'ai ouvert la formation ce matin et on en discutait avec les proviseurs qui sont référents. Sur les cursus des élèves, on est sur des choses qui sont beaucoup plus diversifiées qu'avant. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui viennent en France directement et puis ensuite, dans leur cursus, qui feront une année quelque part
euh, à l'étranger, année de césure ou pas, ou année de stage. Pardon. Et on a l'inverse. On a des élèves qui vont directement des cursus à l'étranger et qui viendront, dans le cadre de leurs études, faire une année ou quelques mois en France. Il y a une espèce de mobilité qui est beaucoup plus importante qu'auparavant. On est moins contraint dans son parcours. Alors sur l'orientation, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les familles, surtout Ouais. dans certaines zones ou dans certains établissements où ça se passe pas très bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose et que les familles sont très en demande. Et donc là, on a une question pour l'orientation et l'accompagnement en seconde. Y a-t-il des entretiens d'orientation individualisés ou des ateliers spécifiques? Je pense que Voilà. c'est vraiment complètement. Alors là, c'est un peu le propre des établissements d'organiser ce que nous, on appelle le parcours à venir. Euh, Laurent Mettet, hein, qui s'occupe effectivement de toute l'orientation à l'agence, on forme des prios, hein, qui sont des personnels dans les établissements. Il y en a un par établissement, il faut savoir, normalement, qui aide effectivement à l'orientation des élèves. Et c'est à l'établissement de décliner ce que j'appellerais moi un plan d'accompagnement des élèves. Mhm. L'entretien individuel étant une modalité, elle prend du temps. Je pense qu'elle ne s'applique pas forcément à l'ensemble des élèves, mais effectivement, ça fait partie des modalités possibles quand on doit aider un élève pour savoir où il en est, ce qu'il compte faire. Et très souvent, ça se fait entre l'articulation entre professeur principal, prio, hein, ce personnel dévolu à l'orientation, et puis l'articulation ici avec le bureau du parcours des élèves et de l'orientation. Mais nous, ce sont des personnels que l'on forme, hein, donc il ne faut pas hésiter à ce que ces personnels viennent sur l'orientation. On a un stage par an et tous les ans, on forme 40 à 50 personnes. Donc, normalement, au bout d'un moment, on devrait avoir réussi à former pas mal de monde dans le réseau. Alors, on devait faire un point sur le numérique éducatif et l'intelligence artificielle. Il est déjà 13h37 et il y a encore beaucoup de questions. Je ne sais pas si on ne garde pas ça pour le prochain rendez-vous, sauf si tu peux dire quelques. Sur le numérique éducatif. Alors, il y a depuis 2023, on a un énorme plan stratégique, hein, du numérique éducatif et de l'innovation. Parce qu'en fait, moi, je place volontiers le plan innovation et dans l'innovation, le numérique éducatif en fait partie, c'est-à-dire l'usage des outils numériques. Et c'est vrai que cette année, on a axé sur une focale qui est celle de l'intelligence artificielle, puisque dans le réseau, professeurs comme élèves, chefs d'établissement d'ailleurs, on a un programme de formation un petit peu pour tout le monde, fait usage effectivement de ces nouveaux outils qui, euh, qui sont une petite révolution ou qui sont une modification effectivement des habitudes. C'est-à-dire qu'on est sur un usage raisonné du numérique. Il ne s'agit pas de faire sans, parce que de toute façon, ce sont des outils qui sont dans toutes nos machines et on les utilisera, mais il s'agit de faire intelligemment avec. Donc, on a tout un plan, effectivement, qui est un plan d'abord de formation. euh, pour que dans les classes, les salles de classe, effectivement, les choses se passent en bonne intelligence. Et puis, on va jusqu'à dans le réseau, vous avez peut-être entendu parler des IRF, mais on équipe les IRF avec des labs. Et dans ces labs, on place du matériel pour que les enseignants qui viennent en formation puissent utiliser ce matériel, voir si ça correspond effectivement pour ensuite peut-être en faire demande dans leurs établissements. Et l'idée, c'est qu'on forme, quand je dis tout le monde, on a déjà pour les élèves le PIX, ça c'est le numérique Ouais. de Donc là, base. le PIX, il va y Et avoir en quatrième et en seconde, c'est voilà, ça? le PIX évolue, hein, le PIX évolue et vous savez, ça c'est un programme qui est pris en charge directement par ma direction. Hein, c'est l'agence qui prend en charge effectivement tous les frais qui sont liés à PIX, à la passation de PIX. Et on est en train d'étudier la passation d'un PIX par an, si les parents souhaitent effectivement plus compliqué, parce Ah, qu'il y a des PIX par an. Je modalités. pensais à un PIX par an. Non, Non, un PIX par un an pour PIX les par an parents. et un PIX enseignant. Donc, D'accord. il y a un PIX décline effectivement, décline les choses.
Mais on On pourra reviendra, y revenir oui. parce que si on a un autre On a un autre webinaire webinaire en qui novembre, je crois, est le 4 novembre sur notamment la formation, la des élèves formation d'éducation. et nous, de ce fait-là, du fait du plan innovation, on entre dans un petit peu sur le modèle, peut-être que vos enfants sont dans des établissements qui sont labellisés EFE 3D, Ouais. et bien sur le même modèle, on est en train de créer un label établissement innovant qui sera millésimé, hein, on ne l'a pas pour tout le temps, hein, parce qu'on ne peut pas être innovant tout le temps, mais effectivement, on vous présentera cette labellisation établissement innovant qui est une première, hein, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale regarde de quelle manière nous le mettons en place et nous l'avons réfléchi à la finalité que la direction du numérique éducatif du ministère de l'Éducation nationale voilà, s'en inspire pour le mettre en place en académie. Donc, on sera inspirant et innovant à notre tour. Mais c'est un peu ça devrait être le propre du réseau, d'être une source d'inspiration pour. C'est ce que dit la loi de février 2022, Voilà. hein, que l'AEFE est un laboratoire d'innovation pédagogique, en particulier dans le domaine des langues. Voilà. Alors, j'ai deux questions, une qui revient sur ADN et l'autre enfin, ce sont deux questions qui reviennent assez régulièrement dans les discussions de nos APE. La première, alors on n'a pas du tout parlé de ça, mais c'est la semestrialisation. Donc, je vais la lire telle qu'elle a été posée, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui circule beaucoup. Donc, notre établissement évoque la mise en place de la semestrialisation, déjà présente depuis l'année dernière au primaire, dans le cycle terminal, donc y compris dans donc les classes à fort enjeu comme la terminale. Pouvez-vous nous préciser quelle est aujourd'hui la position de l'AEFE sur ce dispositif? Est-ce encore considéré comme une expérimentation locale ou bien une orientation encouragée au niveau du réseau? Et surtout, existe-t-il une évaluation officielle des impacts sur Parcoursup, le suivi des élèves et leurs résultats? Alors, je vais commencer par la dernière question. Une étude d'impact, à ma connaissance, je n'en ai pas connaissance. Je n'ai même pas connaissance, pas à l'échelle de l'agence. Ça, c'est certain. Il faudrait voir si ça existe en académie, s'il existe quelque chose. Je n'en suis pas certaine. On avait effectivement, alors j'ai souvenir d'avoir vu la question par le passé sur le fait, est-ce qu'on a le droit, effectivement, à l'époque, c'était pas ça, à la semestrialisation, et mon souvenir, c'était que oui, On a le droit. c'est une possibilité pour les établissements, et je crois qu'on avait estimé, hein, pourquoi j'ai un tiers à peu près des établissements qui rentraient progressivement dans ce système-là. Moi, ça m'étonne. Enfin, c'est pas ce qu'on a, mais c'est à voir. Vous savez certainement mieux que nous. Mais par contre, selon nous, le Code de l'éducation dit que le conseil de classe doit se réunir 3 fois par an, et ça, c'est immuable. Alors, on peut être en semestre, mais il faut réunir le conseil de classe Oui, 3 fois par qu'il y ait an. une discussion autour de l'élève. Oui, c'est pas forcément lié à un bulletin. Ça, le conseil de classe est une instance, hein, donc on réunit l'instance. Donc là, on est d'accord qu'il doit être réuni 3 fois par an, même quand on est semestriel. Oui, Le Code de l'éducation dit. et le code de l'éducation la note sur les instances de l'AEFE, hein, Ah. puisque on a un doublon, hein, on a le code de l'éducation et puis on a la note sur les instances. Alors je sais, c'est une note AEFE, mais elle a la vertu d'ailleurs de reprendre quasiment toutes les instances que l'on peut avoir en France. Et elle en ajoute une supplémentaire qui est la cellule de formation continue des personnels. Donc elle ajoute une espèce de dimension stratégique autour de la formation des personnels. Alors, l'autre question, et puis après, on a quelques petites questions sur le DNB, mais voilà. L'autre question c'était sur ADN, parce qu'on a déjà, on voit passer déjà beaucoup de demandes. C'est-à-dire que donc, l'année dernière, nous, on avait créé un groupe pour les parents qui essaient de se mettre en contact, comme il n'y avait pas le support de l'agence. D'ailleurs, ça avait assez bien marché, hein. Il y avait beaucoup de monde et il y a eu des échanges qui se sont concrétisés comme ça. Oui, on avait dit que ça pouvait se faire que dans un cadre qui n'était pas d'établissement à établissement. Oui, tout à fait. Donc cette année, on repart sur un cadre plateforme, Agora, etc. Mais on a déjà des demandes, donc c'est vrai que c'est bien si c'est communiqué rapidement parce que on commence à avoir de nouveau plein de demandes d'entrée dans nos groupes d'échange. Et surtout, on nous demande comment sont sélectionnés les élèves.
Et ça, on le demande, je l'ai vu passer aussi cette demande en France, parce que Agora, ADN, ça fonctionne aussi avec la France, Oui, oui, avec oui. quelques établissements. C'est un programme AEFE, hein. Oui, Moi, mais il y a quelques établissements alors, qui participent on en a France. intégré quelques établissements en France. Moi, je reprends l'historique, hein, de l'intégration des établissements en France. C'est que on a des élèves du réseau qui ne sont jamais venus en France et qui, dans le programme, dans le cadre d'un échange type ADN, ont demandé à avoir une mobilité en France. Mhm. Et effectivement, ça nous a semblé plutôt opportun. Je crois qu'on a 11 ou 13 établissements en France. Euh, Ces établissements, ils sont de plusieurs types. D'abord, il y a les établissements historiques avec lesquels on travaillait déjà par le passé, hein. Souvent des établissements quand même assez prestigieux. Et puis, on a des établissements internationaux. Je pense, au CIV de Valbonne, par exemple. Euh, on a Balzac à Paris, on a Henri IV. le nouvel Henri IV, on a le nouvel établissement là qui est sorti de terre à Marseille. Je crois que c'est Jacques Chirac. Voilà, on a effectivement ces établissements. L'idée, c'est d'en avoir quelques-uns parce qu'effectivement, il y a de la demande, mais je vois bien, je croule sous les demandes d'établissements français qui souhaiteraient que leurs élèves fassent partie des mobilités. Oui. Très souvent, d'ailleurs, hein, ce sont d'anciens chefs d'établissement qui sont passés par le réseau, qui connaissent ADN et qui souhaiteraient y participer. La vocation, c'est quand même que on a quelques établissements pour que nos élèves partent effectivement sur la France, mais la vocation, c'est bien des mobilités pour nos élèves. Moi, je ne peux pas, ma plateforme, elle n'est pas à moi d'ailleurs, elle est la plateforme ne pourra pas supporter effectivement l'ensemble des établissements français. Ça n'est pas la vocation. Les établissements du réseau, pour les classes de seconde, pour les seconds, oui. Voilà, c'était sur la... Et donc, voilà, Et comment sont sélectionnés les élèves? alors, les élèves, ça aussi, on a un peu revu. Les élèves, ils remplissent en fait des questionnaires sur les choix, les souhaits qui seraient les leurs, d'endroits où ils souhaitent aller, d'éléments qu'ils nous indiquent. Et ensuite, bah, pour les premiers matchs, comme on dit, hein, eh bien, il y a un algorithme qui fonctionne et qui va effectivement faire des propositions pour les familles. Donc ça fonctionne effectivement dans un premier temps par algorithme et après on reprend toujours à la main les propositions qui sont faites. Dans Souvenir, c'est quand même 1000, pas loin selon les années, 1003, 1002 et 1005 élèves dans le réseau. Ça fait beaucoup sur les Oui, oui. 25 000 ou 30 000 élèves de classe de seconde quand même qui se déplacent. Donc c'est vraiment une belle opportunité. Et là, nous, on est ravis effectivement de pouvoir le proposer que tout ça soit relancé. On a revu la plateforme, qu'elle soit un tout petit peu plus ergonomique. On a revu le site aussi, hein, pour que on puisse y trouver beaucoup plus facilement les informations sur tout ce que propose en fait Agora, au-delà d'ADN. Eh bien, merci. J'essaye de répondre un petit peu à des questions dans le chat qui ne sont pas forcément destinées à être évoquées. Voilà. Donc, on nous demande de confirmer les 3 conseils de classe sont-ils obligatoires pour les établissements de l'AEFE, y compris ceux qui fonctionnent par semestre. Écoutez, je vais regarder dans il suffit d'aller vers les instances, hein, Ouais. mais, enfin, il y a toujours enfin, le suivi des élèves. Je vais rechercher immédiatement si vous voulez, mais ou je peux le rechercher après. Oui, non, Voilà. c'est bon. Donc, j'avais un certain nombre de... Circulaire, instance et On établissement. nous demande où peut-on trouver la liste des lycées. Alors, je ne sais pas de quelle liste des lycées. Alors, la liste des lycées du réseau, ils sont sur le site de l'AEFE. Recherchez un établissement, vous avez tous les lycées du réseau. Alors, je vais plus loin, il y a l'arrêté d'homologation.
Oui, Enfin, ça, il faut l'éplucher, mais c'est le document, effectivement, sur lequel ouais. apparaissent les niveaux, les établissements homologués, les niveaux homologués par le ministère de l'Éducation nationale. Oui, parce que certains établissements ont, par exemple, le primaire qui est homologué, mais pas le secondaire, etc. Donc, si vous voulez vraiment être dans la précision, mais sinon, sur le site de l'AEFE, on a la liste des établissements. Après, si c'était la liste des établissements qui, je ne sais pas quand est-ce qu'est arrivée la question, qui propose le BFI, etc., ça, c'est plus compliqué. Non, ça, c'est effectivement, c'est pas sur ce document-là que ça apparaît. Alors, donc, on est en train de chercher pour sur les. Mais non, il n'y a pas le. Il n'y a pas le Non, conseil de ok, classe. d'accord. Non, non, non. Non, et donc, pour moi, la Non, référence, c'est c'est le les code références de sont sur le code de l'éducation. l'éducation. Et le code de l'éducation impose donc à relire le code de l'éducation. Je l'ai sorti, ça fait pas longtemps, le bon article. C'est Jacques hein, qui pose la question, je peux le renvoyer. Il faudrait peut-être me le rappeler, mais je vais renvoyer le bon article. Mais oui, pour nous, le conseil de classe doit se réunir 3 fois. Si le but, c'est d'éviter de faire trop de réunions du conseil de classe pour de passer en semestrialisation, ça ne marche pas. Si le but, c'est de transformer un petit peu les périodes d'évaluation, la pression sur les élèves ou sur les enseignants, eh ben, ça peut fonctionner à voir. Après, nous, on n'a pas des retours très enthousiastes, à part dans un ou deux établissements. La plupart, nous, on a surtout des retours de on a essayé, on est revenu en arrière, on ne veut pas y aller, etc. Mais bon. Nous, on a les retours aussi, surtout quand ça se passe pas bien. Quand ça se passe bien, Logique, ouais. on ne vient pas nous en parler. Alors, je reviens un petit peu rapide. Ah, les établissements qui participent à l'échange ADN. Ah oui, d'accord, c'était ça la question. La liste des établissements qui Ah. participent à l'échange ADN. Alors, pour ceux les établissements français, ça, on les a C'est pas effectivement. français là pour Mais le coup. non, parce que là, d'une année sur l'autre, en fonction des inscriptions, ça peut effectivement, ça peut changer. Donc, selon les années, on a des établissements qui vont envoyer ou pas sur Ouais. ADN. Donc là, c'est très. Oui. En fait, il faut demander à son établissement, il faut aller voir à travers l'APE, aller voir le chef d'établissement et demander s'il participe, essayer de l'inciter à participer si vous pensez que Oui, si c'est le fait d'inciter à voilà, participer. c'est ça, vous Après, les parents si le souhait peuvent d'aller vers un demander. établissement et savoir s'il y a ce que j'appellerais un Oui, lieu d'accueil, il faut aller sur la plateforme, effectivement. Oui, aller sur la plateforme Agora. Bon, voilà, j'avais encore un certain nombre de questions, mais très précises sur le DNB. Donc, je ne sais pas, on va juste les passer en revue et voir si on peut avoir Puis, Non, mais c'est concernant l'épreuve de mathématiques, donc les consignes officielles sur l'usage de la calculatrice, quelles sont-elles? Et dans quelle mesure cette autorisation vise-t-elle à évaluer davantage le raisonnement plutôt que la seule technique de calcul? Je pourrais les transférer, les Ouais. questions, hein, je les aurai. Voilà. Y a-t-il des changements dans la manière dont les compétences transversales comme l'autonomie, la maîtrise de la langue ou le numérique sont prises en compte dans le DNB? Non, ça intègre on avait les enseignements de la même manière que on pouvait les pratiquer. C'était peut-être inscrit de manière plus explicite, mais autrement, non, non, pour moi, elles sont toujours présentes. Pouvez-vous rappeler quelles sont les attentes principales de l'épreuve orale du DNB cette année, notamment en termes de contenu et de compétences évaluées? Il n'y a pas de modification sur les attendus de l'oral et pareillement d'ailleurs sur le DNBI, puisque je me suis Le DNBI? le DNB international, donc les élèves qui suivent une section internationale en classe de troisième. Ils ont un oral supplémentaire qui se passe en établissement et qui porte sur la langue de la section et sur l'histoire-géographie. D'accord. Et là, ça se passe comme ça se passait au préalable. D'accord. Les élèves ont-ils encore la possibilité de choisir librement le sujet de leur oral ou des thématiques précises sont-elles désormais imposées par l'établissement? Alors ça, je peux vous dire que ça dépend des établissements. Ça, C'est complètement laissé à la liberté des établissements. Certains laissent une liberté totale, d'autres des grandes thématiques, d'autres proposent des listes de sujets et il faut choisir dedans. Et ça, c'est pareil en France ou dans le réseau. Voilà. Euh,
Voilà, donc on a une réponse avec l'article du Code de l'éducation que je cherchais, donc le R 421-51. Le conseil de classe se réunit au moins 3 fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. Bon, à titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à 2 fois par an, mais là, on n'est pas dans le cas. On n'est pas concerné. Deux sections. Voilà, je crois que donc on nous remercie pour cette session très intéressante. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Merci vraiment beaucoup à Rosane Le Guenec de nous accorder son temps aussi régulièrement et de manière aussi ouverte et agréable. Et on se revoit le 4 novembre, alors avec un webinaire qui est plus orienté sur donc, la formation des enseignants, sur le numérique, l'innovation, le numérique, labellisation. la labellisation. Si vous êtes dans un établissement en gestion parentale, ça vous intéressera beaucoup, surtout si vous faites partie du conseil d'administration. Et puis, ça peut vous intéresser aussi si vous êtes non gestionnaire, ce que nous, on appelle non gestionnaire, donc des parents. Voilà. S'il reste des questions qu'on n'a pas traitées, je vais repasser, je vais éplucher Notamment, c'est en le mathématiques où je sens Voilà. bien que c'est comme dans mon cursus, c'est la matière elle est un peu plus défaillante chez moi. Très bien. Merci à tous. Brice, Merci beaucoup. Rosane. Merci, et puis on prend rendez-vous pour l'épisode 2. Et bonne fin de journée. À Et bientôt. peut-être à ce soir pour certains d'entre vous.